Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'idée que l'école récompense le mérite est-elle fondée? Cela suffit-il à la rendre juste? Si oui, alors pourquoi les gagnants et les perdants de la compétition sont-ils toujours les mêmes? On va poser toutes ces questions et quelques autres à Olivier Bobineau, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche, vous le savez, on teste notre culture générale cette semaine en philosophie. Question du jour, qui a dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles? Vous avez quelques minutes pour réfléchir, réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Laurence de Villers. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste des crêpes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et politologue, membre du groupe Société, Religion et Laïcité à l'École pratique des hautes études et vous publiez dans la collection Épure des presses universitaires de Rennes un ouvrage aussi bref qu'érudit et percutant. Son titre, Mission impossible, l'école méritocratique. Ouvrage bref, 112 pages, érudit parce qu'il relie pour nous les principaux penseurs de l'éducation français, mais pas seulement, et notamment en sociologie et en philosophie. Percutant enfin parce qu'on a beau savoir, avant de vous lire que la méritocratie scolaire est un leurre, vous allez encore plus loin en disant qu'elle nous met carrément toutes et tous en danger. Vous introduisez le livre, Olivier Bobineau, par un épisode dont vous dites là, il y a une bascule possible. 2023, on a brûlé des centaines d'écoles en France. Absolument. Vous avez raison. Et la vraie question, c'était au fond, mais qui est derrière? Dans l'histoire des émeutes, on sait que dans certains quartiers populaires, les bâtiments, et notamment les services publics, sont brûlés par des jeunes gens, mais aussi par d'autres personnes qui viennent d'autres quartiers. Et là, ce qui est intéressant, ou tristement intéressant, et à analyser d'un point de vue sociologique et historique, c'est que, pour la première fois, 243 établissements, de la crèche maternelle, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement secondaire, collège et lycée compris, oui, ils ont été brûlés par des jeunes qui les ont fréquentés. Et là, il y a un vrai sujet dans l'histoire des émeutes. Pourquoi ces jeunes ont-ils brûlé, détruit, là où ils ont appris, soi-disant, des connaissances pour les libérer? Des connaissances, et pas que des connaissances, théoriquement aussi des valeurs, le fameux vivre ensemble. Et vous dites que c'est l'indice d'une école qui ne se contente pas de ne pas tenir sa promesse méritocratique. Et ça, évidemment, on y reviendra, mais une école qui carrément humilie. Oui, c'est la vraie question de l'humiliation. Vous savez, l'humiliation en philosophie, et là je m'appuie notamment sur un ouvrage récent d'Olivier Abel, de l'humiliation, et qui fait état de réflexions aussi antérieures sur de la société décente, d'un collègue philosophe, professeur à Jérusalem. Si vous voulez, la vraie question, c'est quelle est la différence entre l'humiliation et l'injustice? L'injustice, la définition de la justice, depuis Aristote, c'est la relation sociale fondée sur un étalon de répartition. Alors, il y a plusieurs étalons. Ça peut être l'étalon de la répartition par la loi, l'étalon par le mérite, l'étalon par chacun selon ses besoins. C'est Karl Marx qui reprend les actes des apôtres du Nouveau Testament. Donc, la justice sociale, c'est une relation sociale. C'est une relation à autrui, où il y a un déséquilibre. Dans l'humiliation, non seulement c'est une relation à autrui, c'est-à-dire que je perds l'estime de l'autre, mais en plus, je perds l'estime de moi-même. De moi-même. Donc c'est la double peine. Estime de l'autre, estime de soi. Oui, comment faire pour se relever quand on a été humilié? Méritocratie scolaire qui est au mieux un leurre, au pire en panne. Si on reprend par le commencement, vous donnez, on ne va pas tous les redonner parce qu'il y en a beaucoup, un certain nombre de preuves chiffrées de l'échec. Elles sont nombreuses, elles touchent les inégalités familiales, la reproduction sociale, le poids des grandes écoles, l'impact du diplôme, la panne de l'ascenseur social. Je voudrais qu'on s'arrête 3 secondes sur un autre qui me semble un petit peu plus récent. Et vous mettez le doigt, ou en tout cas vous faites ressortir la question du profond mal-être du monde enseignant. Oui. J'ai eu la chance de participer à une enquête plutôt confidentielle et une rare émission sur France Culture qui a eu pour écho de rassembler des témoignages de 22 000 personnes enquêtées de l'éducation nationale. J'entends enseignement primaire et secondaire, pas enseignement supérieur. Bon. Eh bien, le résultat de ces auprès de 22 000, c'est jamais arrivé dans l'histoire du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, auprès de ces 22 000 personnes, enseignants, primaire, secondaire et... Ils n'ont plus confiance en leur travail. Ils n'ont plus confiance en leur travail, ils n'ont plus confiance en leur système. C'est 82%. 82% n'ont plus confiance dans leur institution. Et donc, la question c'est, si je n'ai pas confiance en moi, comment je peux redonner confiance à autrui, et notamment aux jeunes adolescents en pleine construction identitaire, en quête de sens? Comment je fais pour ne pas perdre la face à l'heure où, peut-être qu'on y reviendra, mais je le glisse maintenant, à l'heure où, moi en tant qu'enseignant, y compris agrégé, on y reviendra peut-être aussi sur cette clé de voûte, je suis
en perte de monopole de transmission des connaissances. Je suis débordé par l'IA, je suis débordé par le numérique. Je ne suis qu'un petit agrégé capétien ou autre. En tous les cas, c'est clair, je n'en peux plus, je ne sais plus comment faire pour transmettre à ces jeunes gens. Je ne sais plus comment faire pour transmettre, je ne sais plus comment faire pour tenir cette promesse de la méritocratie républicaine. Alors, méritocratie, je le dis de manière très très simple, théoriquement, c'est à chacun son mérite. Donc c'est travaille bien et de bonnes notes et ça se passera mieux pour toi. Sauf que certaines et certains ont beau travailler tout à fait correctement, la vie et plein d'éléments biographiques, sociaux, etc. font que tout le monde n'est pas à égalité. Mais est-ce qu'elle a jamais fonctionné, cette méritocratie? Parce qu'on a l'impression, à vous lire, que finalement, elle est un petit peu l'enfant des 30 glorieuses. C'est-à-dire à un moment donné où, de toute façon, il y avait du travail, puisque beaucoup de gens étaient morts dans les guerres, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une croissance extrêmement forte. Donc finalement, effectivement, mais est-ce que c'est l'école qui a produit toutes ces ascensions sociales ou finalement, est-ce que ce n'est pas une exception, un accident favorable, mais un accident de l'histoire? C'est en effet un accident de l'histoire. Et là, je repense aux travaux de François Dubay, qui est un collègue sociologue, qui a enseigné à Bordeaux, sociologue de l'éducation, mais aussi plus près d'ici, à Sciences Po Paris, du Rubella. Qu'est-ce qu'on peut démontrer à la suite de tout cela? C'est que, si vous voulez, de quoi parle-t-on quand on parle de la méritocratie? On parle d'un système, d'un ordre politique et social, qui va remplacer l'aristocratie, fondée sur le sang, d'une part, et d'autre part, le foncier, la terre, l'héritage par les terres, l'héritage par le sang. Et cette organisation sociale, cet ordre politique et social, repose sur le mérite qui se conçoit depuis le XVIIIe siècle, le milieu du XVIIIe siècle, comme à la fois un ensemble de talents personnels, on va y revenir rapidement, et puis, d'autre part, des labeurs, des efforts individuels. Le travail, et tu réussiras. Tout ceci étant intégré moralement selon un système de sanctions. Positive, ça s'appelle la réussite. Et négative, ça s'appelle l'échec. Et donc on a affaire à une carte de triage qui est fondée sur deux piliers. Le premier pilier, rapidement peut-être, le talent. Et ça vient d'où le talent? John Rawls et les philosophes comme Zandel plus récemment à Harvard ont montré Zandel, La tyrannie du mérite. Ouvrage fondamental, et que je recommande à tous nos auditeurs et auditrices. Eh bien, ce talent-là, il est hérité. C'est dans le sang. Pas de bras, pas de chocolat. T'es ceci, tu es cela, tu es hyper... Et ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les chiffres sur le destin scolaire, des CSP+, et ou d'ailleurs des enfants d'enseignants qui sont un petit peu l'exception, qui confirment la règle d'une certaine manière. Mais voilà, donc ce que vous dites en fait, c'est je suis bien né, j'ai eu cette chance-là au départ, et finalement, de ce fait, je vais réussir, je le dis très caricaturalement, mais de ce fait, je vais réussir des études plutôt meilleures que les autres. J'aurai le fameux diplôme qui finalement valide ma place dans la société. Mais quelque part, vous dites, c'est au fond comme du temps de l'aristocratie, ça c'est un peu ouvert quand même, mais c'est quelque part comme du temps de l'aristocratie, c'est par le sang, c'est par la naissance. Avec un paramètre, et on ment à tout le monde. Oui, avec un paramètre supplémentaire, c'est que moi, dans l'aristocratie, mon talent, figurez-vous, c'était de traduire le cohérien au IVe siècle avant Jésus-Christ en grec ancien 3e siècle. Seulement, nous dit Zandel, non seulement il y a la question du sang, du talent, mais en plus, faut-il que ce talent soit reconnu et accepté par le marché du travail. Aujourd'hui, il faut mieux de LeBron James que Jules Tricot qui traduit Aristote. Et ça, ça nous renvoie, alors pas pour LeBron James, mais sinon, ça nous renvoie en France au poids des grandes écoles. Au poids des grandes écoles. Et au fait qu'en dehors des grandes écoles, alors pas point de salut, parce que Dieu merci, il y a quand même un petit peu de salut en dehors, mais en tout cas, salut garanti, on va dire. Et donc, de fait, les grandes écoles, d'ailleurs, c'est une longue histoire, mais qui prennent pour modèle les grands séminaires. Donc, cette fameuse élite catholique, peut-être sur laquelle nous allons venir. Donc, ça, c'est le premier pilier. Donc, le premier pilier, pas de bol, déterminé, on prolonge le sang. Et le second pilier, c'est le rapport au travail. Et ça, les sociologues montrent une chose essentielle, la socialisation primaire, ce qu'on dit plus communément comme la transmission des codes de règles et de valeurs, ce qu'on a à la maison, dans le biberon. La bibliothèque qu'on a ou qu'on n'a pas, le vocabulaire qu'on a ou qu'on n'a pas, les histoires qu'on nous a lues ou qu'on nous a pas lues. Papa ou maman qui regardent un livre ou qui regardent un écran ou qui n'ont pas la chance d'avoir plusieurs mots dans leur vocabulaire. Mission impossible, l'école méritocratique. L'ouvrage vient de sortir dans la collection Épure des presses universitaires de Rennes. Il est signé Olivier Bobineau, qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche, mais on fait une petite pause philo. Tiens, on va peut-être y retourner d'ailleurs dans l'Antiquité, si je ne me trompe. Laurence de Villers. Toute cette semaine, on révise la philo avec Laurence de Villers dans l'Anti-Sèche. Question du jour. Qui a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Laurence de Villers, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes, je le rappelle, philosophe normalienne agrégée, docteur spécialiste de Pascal et autrice de ces formidables brèves de philo. Seriez-vous stoïcien sans le savoir? C'est aux éditions Point dans la collection Le goût des mots. On rentre à chaque fois par une brève de comptoir, quoi, ou un proverbe ou une expression toute faite.
compte par le plus simple, c'est-à-dire que je me rends compte, et là, c'est ça m'attriste, qu'il y a encore une peur face à la philosophie. Alors, je ne dis pas que la philosophie est facile, mais que la peur ne fait pas penser. Exactement. Tiens, on pourrait le faire, la peur ne fait pas penser. Mais pour le moment, il faut quand même qu'on donne la réponse à la question. Alors, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Moi, j'ai la réponse. Oui. Sénèque. Le seul philosophe milliardaire à ce jour. Sénèque, en fait, a fait fortune. On pourrait dire qu'il a fait fortune dans la finance. Je cherche l'équivalent de son métier. Oui, c'était un banquier, d'une certaine façon. Enfin, il prêtait sur intérêt. Donc oui, il est devenu, si on fait l'équivalent de nos jours, il est devenu milliardaire. Mais il a quand même eu cette phrase, à mon sens, indispensable quand on veut agir. Et oui, et qu'on retrouve au chapitre « Tu n'as rien à perdre ». Et voilà. Et alors, cette brève, elle m'a souvent agacée et j'arrivais pas à deviner exactement pourquoi ça m'agaçait. Cette brève, c'est-à-dire quand on vous dit « tu n'as rien à perdre ». Pas cette brève, c'est moi qui parle de brève, mais cette phrase toute faite. Bah parce que quand on nous dit « tu n'as rien à perdre » pour nous engager à agir, pour nous dire « non, enfin, vas-y, t'as rien à perdre ». Et en fait, c'est pas vrai. On a toujours quelque chose à perdre. Mais alors pourquoi ? Déjà, je pense que le vocabulaire de gagner, perdre, réussir ou échouer, parce que la perte est un échec, ce n'est pas le bon vocabulaire. C'est pas la bonne porte d'entrée. Mais non, c'est pas le bon vocabulaire pour parler de la vie. Tout dans la vie n'est pas une question de perdre, gagner, retour sur investissement, bénéfice, échec ou réussite. C'est pas vrai. En fait, c'est pas le bon lexique, c'est pas le bon langage pour parler de la vie, et c'est pas ce qu'on éprouve dans la vie. Toute action, même la plus anodine, engage la possibilité d'un gain ou d'une perte. Et donc, au fond, on a toujours potentiellement angoissante. En fait, ça peut être angoissant. Le but n'est pas de nourrir l'angoisse, mais c'est tout le contraire. Mais on a toujours quelque chose à perdre parce que l'action, je crois, consiste toujours à miser quelque chose. On a toujours engagé quelque chose. Vous allez me dire quoi ? D'abord, nous-mêmes. On s'est engagé, c'est-à-dire que au moment où on l'a fait, fierté aussi. Il peut y avoir une fierté, et puis oui, par exemple, si on n'a pas de réponse à quelque chose, on dit t'as rien à perdre. Si, quand même, on m'a pas répondu. C'est pas sympa. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai que nos actions sont neutres, et c'est pas vrai que le résultat de notre action est indifférent. Enfin, d'abord parce que cette neutralité ou le risque zéro, c'est pas vrai. Vivre, c'est pas ça. Vivre, c'est risquer. Même modestement, mais tous les jours, on risque quelque chose. Vous dites que l'enjeu de chacun de nos actes, c'est de faire en sorte que l'espoir soit encore permis. Et voilà. Et je pense que cette brève, elle ne fonctionne pas. D'abord parce qu'on met de soi dans ce qu'on fait, et parce qu'à chaque fois, on y croit. On y croit, en fait. Donc, on a à perdre le fait qu'on y a cru. L'espoir fait vivre, ça, c'est une bonne expression toute faite, parce que c'est vrai. Et même, je dirais à l'inverse, la vie, c'est l'espoir. Et quand on agit, parce que dans la vie, agir, c'est ajouter de la vie à la vie, c'est ajouter quelque chose qui n'était pas là. Quand on agit, encore une fois, même modestement, je ne parle pas d'action héroïque, même modestement, on y croit, donc il y a de l'espoir. Et on risque de tuer l'espoir. Et on risque de tuer l'espoir, qui est quand même... c'est pas cool quand même. Et donc, vous voyez, Emmanuel, c'est pas l'angoisse, je veux pas nourrir l'angoisse. Au contraire, je veux nourrir l'espoir. Et donc, il faut pas qu'on nous dise « tu n'as rien à perdre ». T'as tout à gagner d'une certaine façon. T'as à gagner le fait que tu nourris un espoir. Et c'est beau, l'espoir, c'est la vie. Laurence de Villers, notre prof de philo de la semaine. On a bien de la chance dans la quotidienne de School TV. Et pour vous, les brèves de philo, seriez-vous stoïcien sans le savoir? C'est formidable, ça se glisse dans la poche, vous l'aurez compris. Il y a à chaque fois une petite phrase comme ça, du type « tu n'as rien à perdre » et les autres qu'on feuillette depuis le début de la semaine. Et donc on n'est pas obligé de tout lire de A à Z non plus. On peut piocher en fonction des situations. C'est assez génial et c'est sorti au goût des mots, collection des éditions. Point. On se retrouve une petite dernière fois demain? À demain, avec Allez, plaisir. La question pour demain. Qui est l'auteur de cette citation devenue proverbiale? Moi, je croyais même que c'était un proverbe. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. La réponse, demain, pour l'heure grand oral. Olivier Bobineau, ce qui est spécialement déprimant quand vous faites de l'histoire, si, je vous le dis moi, pour montrer comment s'est imposée l'idée de hiérarchie, de mérite finalement social, puis de hiérarchie scolaire, c'est qu'il faut remonter assez loin. Au Moyen-Âge, en fait, vous redémarrez au Moyen-Âge, mais on passe par les jésuites, les jansénistes, c'est des siècles d'histoire de France qui finalement convergent vers la même chose, vers le même système. Oui, vers en effet une guerre de triage. On dit républicain aujourd'hui, mais ça existait bien avant. De fait, non seulement ça existait bien avant, mais vous savez, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que tout ce que nous avons aujourd'hui, dès lors que c'est du politique, du culturel, du religieux, de l'artistique, ça vient d'un mariage entre l'Église catholique romaine,
par Rémy, le représentant de l'évêque de Rome à l'époque, on est autour de 500, et d'un roi Tolède qui s'appelle Clovis. Et ça fait ce qu'on appelle en philosophie politique, d'une part et d'autre part, je reprends l'expression de l'historien Émile Poula, grand savant de l'école pratique de hautes études, qui nous a quittés il y a quelques années. Poula nous disait, la fondation de l'État français, c'est la catholicité, c'est-à-dire le mariage théologico-politique et l'alliance entre l'État royal, Papa-État, et notre Sainte Mère l'Église. Alors qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui dans l'école méritocratique, enfin je mets les guillemets là encore, méritocratique, dans l'école d'aujourd'hui, dans l'école républicaine, qu'est-ce qu'on doit justement à cette catholicité? Plein de choses. Les programmes, la hiérarchie, l'autorité... La dissertation en 3 parties, la sélection, même l'école normale supérieure UDUL, même les grandes écoles qui sont des copies conformes. Pourquoi nous avons les seules écoles au monde qu'on appelle les grandes écoles? Parce que la copie conforme, c'est le grand séminaire. On va recruter une élite qui va encadrer les troupes sur le terrain. Et pour cette élite, nous allons faire une agrégation des connaissances. Nous sommes en 1766. Et ça, c'est assez génial, parce que donc l'agrégation, qui est le concours d'enseignement du secondaire le plus réputé, celui qui vous vaut les meilleures rémunérations et le moins d'heures de cours à faire, vous revenez sur ce simple mot, agrégation, c'est-à-dire j'empile des savoirs, ce qui ne dit rien non plus de mes compétences pédagogiques, de mon désir d'enseigner ou quoi que ce soit. Absolument, et surtout, j'aime beaucoup rappeler ça à mes camarades de gauche qui votent 85% à l'éducation nationale, et j'ai même discuté, parce que pour des raisons autrefois militantes avec la secrétaire général de la CGT, je lui disais, camarade, explique-moi comment, alors que tu es agrégé, notamment normalien, et ton truc en faire école normale supérieure, major de leçons. Et donc tu as ton casier ici qui va être là, en dessous tu vas voir les agrégés, en dessous tu vas voir les capétiens, et en dessous le reste. Et tout ça, tu fais 14 heures parce que tu fais une terminale, en gagnant plus que les capétiens. Et tout ça, c'est fondé sur la théorie janséniste du salut par l'agrégation des connaissances. Wow. Extraordinaire. Quand vous dites ton casier, c'est ton casier en salle des professeurs, puisqu'on sait qu'il y a des tas de hiérarchies implicites. Et alors, si on s'arrête 3 secondes sur cet implicite, c'est que ce que vous dites aussi, c'est que tout ce système, il est renforcé par plein de non-dits. Non-dits de l'évaluation, non-dits de ces hiérarchies, non-dits de ces petits et grands mensonges de la méritocratie. En fait, on dit rien. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça pète et que les gens se disent je me suis fait avoir et qu'ils explosent. Mais qu'ils explosent, et c'est là où c'est quand même le fond du problème, qui fait que en discutant avec des amis éditeurs et sociologues, il fallait vraiment que j'écrive et que je commette ce livre, un peu, qui est vraiment dans une déconstruction et une critique acerbe et serrée, j'espère, et vous l'avez souligné d'un point de vue théologique, philosophique, historique et anthropologique, mais surtout, le vrai danger de quoi? De ça, c'est quoi? C'est que ça fait, l'école est devenue une gare de triage avec les losers et les winners, et, pour reprendre les travaux d'un collègue, de Félicien Gaury, quel est le facteur le plus prédictif en sociologie électorale du vote RN? C'est la trajectoire heurtée, la faiblesse des capitaux scolaires due à une école méritocratique qui fait des losers et des winners. Et si je ne me trompe, on retrouve à peu près la même chose avec l'électorat Trump aux États-Unis. Exactement. Comme facteur prédictif numéro 1 du vote. Oui, c'est Zandel qui montre ça. Et c'est Zandel qui le montrait. Alors Michael Zandel, qui parle de cette tyrannie du mérite. Mais alors il y a un autre texte que vous citez que je trouve absolument extraordinaire. Je veux bien que vous nous le racontiez en 1 minute si vous y arrivez. C'est un roman de Michael Young. Ah oui. Prophète. Ouais. Qui date de 1948. Le premier texte, c'est Hannah Arendt. En 1944, elle dit méritocratie, il y a un danger, il va se passer quelque chose. La bourgeoisie est en train de vriller et de faire une nouvelle aristocratie. Il y aura arnaque. Et Michael Young dit, ben voilà, je vais vous raconter l'histoire de la méritocratie qui passe par l'école, et en 2023 viendra au pouvoir les pires choses. Et moi-même, cet auteur... Alors, je crois qu'il dit 2000 un peu après, non? Il dit 2048, non, je me souviens plus. Ou 2034, c'est pas grave, peu importe. Non, attendez. Non, on n'a pas le temps de vérifier. Non. Regardez, racontez l'histoire, je vais chercher l'année pendant ce temps. Et donc, il dit à la fin, parce que l'ouvrage n'est pas traduit en français, donc j'ai eu la chance de me faire traduire par ma fille, et figurez-vous qu'à la fin, il dit « L'auteur d'ailleurs de ce livre ne peut pas finir car il était tué alors qu'il résistait à la méritocratie. » À Puterloo. Oui, il fait... il mélange Waterloo. Voilà, Waterloo et une autre défaite d'ailleurs française. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans cet ouvrage, le sociologue, il est sociologue de l'éducation, Michael Young, montre comment sa prophétie est en train de se réaliser. Et c'est 2034, je dis, page 54 de votre ouvrage. Merci. Vous avez vu, je l'ai appris par cœur quasiment. On peut donc lire la montée des populismes anti-élites de plus en plus radicaux, notamment dans la plupart des pays occidentaux,
occidentaux comme le résultat de ce mensonge méritocratique. Et c'est une des raisons, je trouve, intéressantes de lire votre ouvrage. Vous dites aussi que cet essai, c'est à la fois un aveu et un mea culpa. Ah oui. Voilà, je suis élevé par un égoutier. Un égoutier, c'est quelqu'un qui s'occupe dans les années 70 d'excréments, qui vit dans des soutes et dans des buses à 50 degrés, mon père, et qui est un ouvrier égoutier. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, heureusement. Et de fait, ce père, qui s'appelle Joël, qui veut dire Dieu est Dieu en hébreu, va confier mon éducation à un prêtre ouvrier, à son meilleur ami, qui s'appelle Joseph et qui va, ayant fait sa sociologie en mai 68 à Paris, ayant fait sa théologie, c'est lui qui va prendre en main mon éducation. Et donc pendant des années, j'ai cru que c'était dû à mes talents reçus, que c'était dû à mon travail, à mon mérite. Vous étiez un enfant de la méritocratie. Mais pur, avec le parcours. Regardez le petit Bobino, fils d'égoutier, regardez comme il est à l'EPHE. Et puis à Hull. Et donc de fait, non. Tout ça, je le raconte dans ce livre-là, et c'est Estelle, mon épouse, qui m'a dit « mais réfléchis à ça ». Et là, j'ai relu la trentaine d'ouvrages de Bourdieu, je me suis concentré, je me suis dit « attention, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue ?» Voilà pourquoi je fais mon mea culpa, et que plus que jamais, nous devons lutter contre cela, les uns et les autres, avec cette idée qu'il faut retrouver une pédagogie qui rejoigne les adolescents autour du langage, autour de la culture, autour aussi de l'amour, parce qu'il ne s'agit pas de se tromper de valeur. Olivier Aubineau, ici on aime bien qu'il y ait un petit peu, d'abord qu'il y ait un bout du tunnel, c'est sympa, et qu'il y ait un peu de lumière au bout du tunnel. Alors vous nous promettez à la fin, avec un art du teasing absolument incroyable, un deuxième tome, oui. Vous nous dites à la fin, Quadrature du cercle, une autre mission impossible, des pistes de réflexion, des grilles de lecture nouvelles de l'école et des analyses d'expérimentation sont à suivre dans Mission possible. En 2 minutes, parce que c'est à peu près ce qui doit nous rester avant qu'on parle de crêpes, ce qui vous plaira, vous êtes breton d'origine, mais en 2 minutes, donnez-nous quand même un petit peu d'espoir là. Donc on peut en sortir de ce cercle vicieux. Ça fait 12 ans qu'on essaie d'y réfléchir avec Estelle Auguin, que j'ai proposé que le CAC 40 méritocratique soit remplacé par le CAC 3, donc on y travaille. C'est quoi le CAC 3 ? Toutes les pédagogies nous semble-t-il, et on est en train d'essayer d'essaimer au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais que c'est difficile. Le CAC 3, c'est créativité, autonomie, coopération. Voilà pour nous le tabouret de la pédagogie, notamment au collège, alors que les hormones, alors que, comme le disait Maria Montessori, on change de peau, on change de corps. Ouais. Eh bien oui, au fond, il s'agit de développer ce CAC 3. Ça fera l'objet des rencontres internationales de l'émancipation au fin mai, et on sortira un ouvrage dans la même collection l'année prochaine. Le CAC 3, il faudra que vous reveniez alors, parce que là, ce sera plus sympathique. Créatrice, autonome et coopérative. On peut espérer aussi aller chercher, et alors vous êtes grand spécialiste également des religions, oui. On peut quand même aussi aller rechercher dans un certain nombre de sources, y compris catholiques, de ce côté-là, parce qu'il y a aussi un... Enfin voilà, il n'y a pas que le grand séminaire, il n'y a pas que l'oppression de la hiérarchie. Il y a voilà, il y a plein de trucs quand même. Félicité. Ce prêtre ouvrier qui s'est occupé de vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a toute une tradition d'éducation populaire qu'on peut retrouver aussi bien chez les Francas. C'est-à-dire cette idée que la conscience, la conscientisation du monde, l'éveil par la connaissance permet l'émancipation. Je reprends le terme émancipation, y compris de théologiens qui m'ont enseigné la théologie et d'autres choses. L'émancipation, c'est sortir de la tutelle des pères, ex-mancipatio. Et pour cela, c'est la connaissance, à condition qu'on rejoigne, et je pense à Jean-Marie de Lamennais, qui disait « La vraie pédagogie, c'est celle qui te rejoint, y compris dans la pauvreté ». Voilà. Bon, allez, ce sera pour dans quelques mois pour le colloque et l'année prochaine pour le bouquin. J'espère que vous reviendrez en parler. Vous êtes breton alors d'origine ? Oui. Alors vous savez qu'une fois par semaine ici, on va à la Cantoche, ça s'appelle Plateau Repas. On a une cantinière extraordinaire, elle est diététicienne et nutritionniste, c'est Sandra Ferrat. Vous allez voir, elle a un petit problème, mais à nous deux, on va l'aider. Sandra. Olivier, Sandra, Olivier. Bonjour Olivier. Alors il y a comme ça, elle a une petite extinction de voix, Sandra, mais on va l'aider. Alors on va parler aujourd'hui de la Chandeleur. C'est fait la Chandeleur, c'était le 2 février, c'est la journée de la crêpe, mais en fait finalement tout le monde prend prétexte de cette Chandeleur pour faire des crêpes pendant tout le mois de février. Et donc vous, Sandra, notre diététicienne et nutritionniste, vous allez nous faire un petit point là-dessus parce qu'on ne va pas se mentir, on va encore en manger. Un petit peu d'histoire, si vous voulez, je vous le double. Alors, je peux essayer de donner de la force à cette chronique. La Chandeleur, c'est la fête de la lumière. Ouais, les chandelles. Pourquoi ? La fête de la chandelle, Candlemas en anglais, parce que tout simplement, il y a un symbolisme. La crêpe
C'est rond, c'est une forme ronde, c'est légèrement doré, comme le soleil, comme la lumière. Donc ça permet la promesse de jours meilleurs quand on mange des crêpes. Mais, comme vous me connaissez, j'aime bien la gourmandise. On n'a pas besoin d'être le 2 février pour manger des crêpes. C'est en plus assez simple à faire. Il suffit de sortir une poêle, et ça la fait pâte ça, à crêpes, et nous on va le manger. Et on rajoute des petites choses dedans. Et on déguste ça avec des recettes originales ou pas. Vous nous faites 2 idées de crêpes, 2 recettes aujourd'hui. On commence avec la galette de sarrasin au fromage de chèvre et miel. Pourquoi d'abord les galettes de sarrasin? C'est de chez monsieur ça, il est de Rennes. Oui, effectivement, la galette de sarrasin, on l'appelle les crêpes bretonnes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. La farine de sarrasin, de l'eau, 250 grammes de farine de sarrasin. Exactement. Allez-y, Emmanuel, on va voir si vous connaissez vos. Vous mettez quoi, vous? Un œuf? Oui. Un peu d'eau quand même? Un peu d'eau. 50 centilitres. Sel, vous êtes équipé? Un petit peu. Ça remonte? Mais de fait, c'est pas ça la clé. Enfin, je vais vous dites-nous tout. Non, j'oserais pas devant Emmanuel et Sandra, mais objectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là je ne fais pas de publicité pour toutes les crêperies qui sont rue Saint-Melaine à Rennes, mais moi ce que j'ai appris... Rue Saint-Melaine à Rennes. Oui, c'est ça. Voilà, je les embrasse très fort. Oui, c'est ça. Non, sérieusement, la clé de tout ça, c'est le beurre. Mais demi-sel, parce que le reste, pour nous, autres Bretons, le beurre doux, c'est de l'huile. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez du beurre pendant la pâte, pendant la cuisson. Surtout après, c'est sérieux. C'est vraiment important. Alors je souris. C'est blasphème, sinon. Oui. Alors je vais faire un blasphème. Effectivement, je n'ai pas parlé de beurre. On a parlé fromage frais, et oui. Miel, noix concassée. Oui, parce qu'en fait, une fois que la pâte est faite, moi je parle même pas de beurre, mais je suis d'accord, cher Breton et cher tout le monde qui aime les crêpes de sarrasin, qu'un peu de beurre demi-sel, c'est plutôt sympa, ou un beurre salé, carrément. Mais diététiquement parlant, j'en ai pas parlé. C'est pas l'idée du siècle non plus. Mais un peu de fromage de chèvre, du miel, des noix, ça change un peu de la crêpe jambon-fromage, enfin de la galette jambon-fromage. Et c'est là où je voulais en venir. Donc c'est assez simple. Ben ouais, et c'est super simple à faire. On fait chauffer la poêle, on prépare nos galettes. Quand elle est cuite, on met une couche de fromage frais, filet de miel, noix concassée, on replie, un peu comme ça. Mais non, mais ça, alors ça, c'est pas du tout du sarrasin. Alors celle-ci, c'est une autre recette. C'est une autre recette, crêpe froment. C'est du froment. Voilà. Il y a quoi là-dedans? Il y a du regard. Je voulais juste dire, on arrête les crêpes juste au Nutella. On arrête les crêpes juste à la pâte à tartiner. On peut tout simplement là, j'ai fait fondre du chocolat noir avec, j'ai mélangé avec du lait. J'ai écrasé quelques noisettes. On mélange tout ça. On a une pâte à tartiner maison. Et histoire d'apporter quelques fibres, un peu de croquant pour les enfants, pour vous les adultes. On va ouvrir. J'ai mis, moi, des morceaux de pommes, mais ça aurait pu être des morceaux de bananes. J'ai entrouvert comme ça. Ça aurait pu être des fraises si on n'était pas au mois de février. Des bananes. Voilà, et ça permet d'avoir quelque chose de gourmand et de différent avec autre chose que la fameuse pâte à tartiner ou une simple confiture. Et pourquoi pas un peu de cacao, j'aurais pu rajouter pour faire un petit quelque chose. Ça fait joli en plus. De différent. Bon, on va pas vous torturer plus que ça. Merci d'avoir assuré cette chronique. Malgré cette voix un petit peu... On était obligés, là, parce qu'il va falloir déguster. Mais c'était quand même jour de crêpes, il va falloir qu'on déguste. On peut saupoudrer effectivement de cacao, tout ça. Merci mille fois, chère Sandra. Merci. Bon courage. Du miel, plein de miel. Oui. Et puis un petit peu de beurre salé dessus. D'accord? Quoi qu'il arrive. Olivier, merci aussi de nous avoir accompagnés, y compris avec vos excellentes conseils culinaires. Merci. dont je ne sais pas à quel point ils sont diététiques, mais on a quand même une diététicienne nutritionniste qui, ici présente, qui dit, voilà... Il faut savoir se faire plaisir. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. D'accord. Voilà. Après, tout est question de... Quantité. De quantité. Mission Impossible, l'école méritocratique, c'est aux presses universitaires de Rennes et c'est la collection Épure. Merci donc à tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Mérin et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV. Nous, on va déguster des crêpes et vous nous retrouvez nous en permanence aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans les crêperies de la rue Sainte-Melaine. Salut.